refait le même processus que la première édition, c'est-à-dire que pendant 1 heure, on a une petite intro de la part du réseau Médite et puis les 2 retours d'expérience. Et dans la deuxième partie, à partir de 17 h, une série de questions-réponses avec, dans 2 salles différentes, les 2 établissements que nous remercions d'être présents. Pour la clinique Réna de Strasbourg, avec le logiciel Optime, vous pourrez rester sur ce lien de connexion. Et pour la polyclinique Mémard de Bastia, vous pourrez vous connecter au second lien qui a été transmis dans l'invitation. Donc pour le bon déroulé du webinaire, nous avons du coup on procède à un enregistrement comme pour la première édition. Vos micros et caméras sont désactivés, mais vous pouvez poser les questions via le module questions-réponses qui se trouve en haut dans la barre de Teams. Et puis, pour rappel, pour les personnes qui auraient participé au premier webinaire, nous serions contents d'avoir des retours de votre part via le questionnaire de satisfaction pour pouvoir du coup ajuster les webinaires en fonction de vos besoins. Pour ce webinaire, du coup, nous sommes 2 à co-animer 2 régions, comme je vous l'avais dit. Donc, je suis Virginie Chopard pour le Midi de Grand Est et accompagnée de Claudine Gare pour la Corse. Donc, on a décidé de vous présenter aujourd'hui les échanges PUI bloc opératoire qui font l'objet d'une certaine formalisation, et nos 2 collègues vont présenter leur organisation. Donc, vous connaissez les points les principaux, qui est le référencement, bien sûr, des DMI, en lien avec les besoins thérapeutiques de l'établissement sur une liste définie dans l'établissement, les dotations du service utilisateur, donc du bloc opératoire, et l'organisation de son renouvellement avec des listes qualitatives et quantitatives. Donc, on vous a mis un petit pop-up, mais conformément à l'arrêté du 8 septembre 2021 et en particulier à l'article numéro 15, la dotation doit être validée et signée par le service utilisateur et la PUI. Elle est réévaluée 1 fois par an et le renouvellement se fait selon l'utilisation. Notre sujet, bien sûr, c'est toujours l'IUD, c'est notre gentil mot de notre suivi, notre fil rouge. On verra aussi le cas des hors-dotations, donc 2 cas, avec le DMI est référencé dans l'établissement. Donc, dans ces cas-là, c'est une demande qui est faite à la PUI via le système d'information et qui doit comprendre tous les renseignements concernant le dispositif médical, allant de l'IUD jusqu'au service utilisateur et patient. Soit c'est du hors dotation pour un dispositif médical non référencé. Et dans ce cadre-là, l'important, c'est la justification de la demande, notamment l'indication pour ce nouveau DM. Et bien sûr, le nom du DMI, la quantité nécessaire et le service demandeur et tout ce qui va bien pour pouvoir organiser l'approvisionnement et répondre à la demande. J'ai la main pour… Je passe la suite, ouais. Je crois que… Pardon, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc, on va aujourd'hui essentiellement s'intéresser bien sûr à la partie PUI, mais aussi à la délivrance et la réception au bloc, avec l'enregistrement des données relatives à la délivrance par la PUI et le lien dans le système d'information de l'établissement. Donc, tous les moyens de système d'identification et de saisie automatique des données, avec les douchettes et tout ce qu'on peut trouver, adaptés à la lecture de toutes les informations relatives au DMI et en particulier à l'IUD. Et bien sûr, le lot, la date d'expiration, la quantité livrée, la date de livrance et le service utilisateur. Tout cela sous-entend que les échanges des données avec les systèmes d'information, ceux-ci doivent être interopérables. Enfin, l'enregistrement de la réception en temps réel dans le système d'information de l'établissement de santé par le bloc opératoire, le service utilisateur. On a fait un petit focus sur les dépôts permanents et temporaires, pour lesquels je vous rappelle qu'il faut une convention établie entre le fabricant ou le distributeur et l'établissement de santé, donc c'est avec la PUI. Donc, qui comprend les obligations du fabricant, avec la mise à disposition des données entre autres, et les obligations de l'établissement, en particulier concernant les conditions de stockage et les modalités d'inventaire et toute la gestion du dépôt.
Et une partie de la convention donne aussi les responsabilités de chacun en cas de perte, de détérioration ou d'utilisation de dispositifs médicaux pour laquelle la date d'expiration, la date limite d'utilisation, donc d'expiration, serait dépassée. L'important, c'est la formalisation des données d'enregistrement des DMI en dépôt et les responsabilités respectives. Et cet enregistrement doit comprendre l'IUD et le nom du DMI, et bien sûr, tout ce qui va avec la dénomination, la nomenclature, le nom du fabricant, les références, les dimensions, les lots, les péremptions et toutes les quantités réceptionnées. Ces échanges des données doivent être faits grâce à des systèmes d'information interopérables. Voilà, du coup, c'était assez rapide, mais c'était un rappel réglementaire de tout ce qui avait attrait à cet échange entre les services utilisateurs et la PUI. Et nous allons pouvoir, du coup, commencer avec les retours d'expérience de nos deux établissements, que nous remercions encore vivement. Et on va pouvoir commencer peut-être avec la clinique Réna de Strasbourg avec Laurent Dietrich, qui est le pharmacien RSMQ DMI de l'établissement. Laurent, on vous laisse la main. Allons-y. Je vous laisse partager votre présentation, à moins que vous vouliez que je la mette en ligne. À vous de voir. C'est bon. C'est parti. Elle s'affiche, Virginie, la présentation? Oui, c'est bon, on vous voit. Donc, merci à tous. Donc, non, on ne vous voit pas, la caméra est peut-être restée. Vous la laissez éteinte pour la bande passante? Ok. On va essayer. Ouais, je vais couper la caméra, c'est plus simple. Ça affiche à l'écran, c'est bon? C'est tout bon. Allez. Donc, la clinique Réna de Strasbourg, en fait, est une clinique médico-chirurgicale dont je fais une brève présentation, une brève introduction. Donc, on est équipé voilà, de 30 salles d'opération et on a des spécialités voilà, communément classiques. On opère de tout sauf du cœur et de la tête. On a également un service de cardiologie et de radiologie interventionnelle et on a aussi un centre labellisé SOS Main. Quelques chiffres clés de 2022, ce qu'il faut surtout retenir, que c'est une présentation… Les slides ne passent pas. Ah, là, nous, ça ne passe pas. Moi, c'est bon, je les vois. Mais ça n'a pas bougé? Si. Voilà. Parfait, merci. Donc, c'est une infrastructure voilà, neuve, construite en 2017 et en fait qui a été pensée autour d'un circuit justement concernant les DMI assez neufs, assez modernes, puisqu'en fait, on n'a que quelques pas qui séparent la pharmacie de nos plateaux techniques et nous possédons voilà, 30 salles d'opération. Je vous mets quelques chiffres clés de 2023 à l'écran, donc à peu près 59 490 opérations, dont 19 831 avec pose de DMI, et on a posé à peu près 41 284 DMI en 2023. La valeur des DMI tracés dans notre logiciel qu'on utilise, c'est OptimoBM, donc on est aux alentours de 1 million d'euros TTC et on gère également une partie seulement de nos dispositifs médicaux stériles pour 5 millions d'euros. Les ressources que nous avons pour gérer ce volume sont de 0,5 des pharmaciens et 2,5 des préparateurs en pharmacie hospitalière. Au niveau des systèmes d'information, donc notre DPI est le logiciel d'Expert, notre CAP c'est Web Santé, pour la facturation on utilise Sage Ligne 1000 et après tout ce qui concerne la PUI et le bloc opératoire, donc logiciel de passation de commande des PUI, on a deux logiciels, Sage
surtout concernant les médicaments et les dispositifs médicaux stériles, et on emploie Optime OPM pour tous les DMI et une partie des dispositifs médicaux stériles. Pour ce qui est gestion de stock, que ce soit en PUI ou au bloc opératoire, pour ce qui est de la traçabilité sanitaire et des commandes faites aux fournisseurs, on utilise effectivement Optime OPM. On vous propose effectivement notre circuit des DMI qui s'articule en fait à toutes les étapes de l'utilisation de douchettes informatiques, que ce soit en salle d'opération, à la pharmacie. Donc le plateau technique au niveau de sa salle d'intervention pratique la pose d'un DMI chez un patient. Donc on retrouve toutes ces données sur la date d'utilisation, l'identification du patient et le nom du praticien, bien évidemment. Déclenche en fait deux types de commandes ou deux types d'envoi d'informations auprès du fournisseur. Si le dépôt, si le DMI est en dépôt ou en chat, ça va générer une commande auprès du fournisseur. Donc, on va demander une facturation et un renouvellement de l'implant. Si c'est un prêt temporaire, on demandera simplement une demande de facturation. Une fois que la commande sera envoyée au fournisseur, elle sera archivée pour nous. Au niveau de la pose du DMI, bien évidemment, pour répondre à la réglementation, les informations sont également versées dans le dossier médical du patient. Donc, on utilise, nous, le logiciel DXCare. Et en fait, Optime OPM déverse en automatique, une fois que l'intervention est validée, non seulement le rapport d'intervention, mais aussi l'ordonnance du patient et le document remis au patient qui reprend l'utilisation du DM, date d'utilisation, lieu d'utilisation et le praticien. Une fois que le fournisseur a réceptionné effectivement ces informations de manière matérialisée, réception de commande à la pharmacie ou on utilise des scanners pour identifier le DM, la date de délivrance et le service utilisateur, envoi sur les plateaux techniques, rangement des DMI et ensuite on peut reposer ce DMI en question. Donc en pratique, je vais vous illustrer les propos avec quelques images de la clinique. Donc voilà, tout à fait. Sur la gauche, vous retrouvez une salle d'intervention de la clinique RENA. Et en fait, l'étape, effectivement, comme je le disais, commence par la mise en place d'un DMI chez un patient. Et c'est la diode circulante qui procède à la lecture des codes à barres portés par les DMI avec une douchette. Donc la douchette en question, donc on a des modèles sans fil ou avec fil. Et là, je vous reprends la photo avec le système filaire connecté à l'écran tactile sur lequel le protocole Optime est installé. Au niveau du logiciel, en dur, ça va se traduire comment? En fait, on génère une intervention dans Optime. On retrouve tous les éléments réglementaires que nous connaissons, numéro de dossier, identification du patient, identification du chirurgien, de l'anesthésiste, de l'ensemble de l'équipe opératoire. Vous avez le lieu, la spécialité, ainsi que tout ce qui est date, heure d'entrée du patient, heure d'incision, heure de fermeture et heure de sortie du patient. Au niveau des produits douchés, donc l'infirmière en salle peut doucher non seulement les DMI, mais tous les autres produits qu'on lui peut doucher. Donc là, en l'occurrence, je suis parti sur une prothèse de genou. Donc on retrouve 4 éléments pour notre prothèse de genou ainsi qu'un ciment. Et on retrouve également tous les produits de ST. Donc c'est l'infirmière qui les a douchés. Donc vous retrouvez effectivement numéro de série, date de péremption et quantité. Et ça va générer automatiquement en fait une donnée qui est en fait l'édition de la commande que l'on peut envoyer du bloc opératoire à la pharmacie et de la pharmacie au fournisseur. Donc là, en l'occurrence, on retrouve notre intervention qui a eu lieu effectivement il y a quelques jours, à midi 27, et à destination du fournisseur Zimmer Biomet France. Donc en fait, à la pharmacie, on ouvre cette commande fournisseur, donc on est au statut création. On check effectivement qu'on retrouve nos éléments posés au bloc opératoire, à savoir notre prothèse de genou, on retrouve bien notre fémur, notre insert, l'embase et une rotule, on voit les numéros de série et on voit les quantités. Donc là, pour l'envoi au fournisseur, donc en l'occurrence Zimmer Biomet, en fait, c'est assez intuitif et assez facile. Je clique à gauche, je mets une coche, clic droit et je fais envoyer par email. Et donc la commande est envoyée direction Zimmer Biomet. Le lendemain matin, à la pharmacie, on réceptionne effectivement différents colis, dont
dont notre prothèse de genou. Et en fait, à la pharmacie, on va utiliser également Optime OPM pour procéder à la réception. Donc, en fait, on est à la pharmacie en douchette en fil. Et en fait, on va utiliser exclusivement au niveau de l'ordinateur avec Optime OPM notre douchette d'identification. Donc, en fait, on douche le numéro de commande qui a été envoyé auprès de l'univers Mayomet. On introduit aussi le numéro de DL d'une manière informatisée. On s'identifie bien évidemment d'une manière informatisée. Et ensuite, on peut scanner l'UDI qui est porté par les différents DMI. Donc, tout se passe sur Optime OPM. Et donc, ensuite, les colis peuvent remonter au bloc opératoire. Ensuite, je voulais faire un focus effectivement sur le circuit des prêts temporaires au niveau de la clinique RENA. Donc, on s'est organisé de la manière suivante. La demande émane de la part du chirurgien. Après validation, on a la possibilité donc, de créer des lignes dans un fichier partagé qui est tout simplement un tableur Excel, qui est partagé à la fois par les plateaux techniques et la pharmacie, qui reprennent la date, le nom du chirurgien, le nom du patient, le matériel et le fournisseur pour une intervention donnée, pour un jour donné. Toutes les demandes de prêt sont ensuite envoyées par email aux différents services clients des sociétés avec lesquelles on travaille. On demande les réceptions du prêt temporaire 48 heures avant l'intervention afin de pouvoir effectivement passer les ancillaires en stérilisation et avoir du temps pour créer, si besoin, les éléments. Quand ça arrive côté des implants, on analyse effectivement entre la demande et le BL reçu et l'existence de la fiche produit dans notre catalogue Optime OPM. Si une création est à faire, c'est pour ça qu'on aime bien recevoir les informations 48 heures avant, je fais un mail effectivement ou quelqu'un du service pharmacie fait un mail au service client pour avoir de leur part, pareil, un fichier de type tableur Excel qui reprend effectivement toutes les données que l'on souhaite, donc la référence, le libellé, le prix, le code LPP à minima. On peut aussi bien sûr utiliser des logiciels comme FAST. Et ensuite, on procède à la création des éléments dans Optime OPM et on attribue bien évidemment entre la fiche produit et le code à barre le lien. Ce qui est à noter, c'est qu'on ne fait pas d'entrée en stock pour le prêt temporaire, puisqu'en fait, les quantités de passage sont tellement importantes qu'on n'aurait pas eu le temps de faire et les entrées et les sorties dans stock. Ça nous livrerait beaucoup trop de TP. L'utilisation en salle est faite. Tous les DMI qu'on monte en fait, au bloc opératoire sont scannables, donc ça ne change pas le travail de notre infirmière circulante, à savoir si c'est du dépôt ou du prêt. En fait, elle scanne sur tous les produits. Ça génère cette fois-ci une demande de facturation et après, la pharmacie s'occupe du retour fournisseur. Au niveau des ressources humaines, donc effectivement, comme je l'ai dit en introduction, pour gérer ces DMI, nous sommes 0,5 ETP pharmaciens et 2,5 ETP préparateurs en pharmacie, qu'on s'est répartis des manières suivantes. Au niveau de la pharmacie, nous avons 2 ETP préparatrices en pharmacie avec 2 postes de travail. On a un ETP qui est uniquement basé sur cardiologie et radiologie interventionnelle plus le vasculaire. Et au niveau spécifique vasculaire et cardio et radio-interventionnel, c'est là où on a mis les BMS à suivre dans Optime OPM pour des raisons économiques tout simplement. Et on a un ETP qui couvre toutes les spécialités, dont l'ophtalmo, l'orthopédie et le rachis. Donc, les missions des préparatrices en pharmacie sont la passation des commandes, les demandes de prêts temporaires, les réceptions des commandes passées et des prêts temporaires, la livraison sur les plateaux techniques, les retours fournisseurs et la gestion des relances fournisseurs. Quant aux pharmaciens, ils s'occupent également de suivre les commandes. Ils s'occupent notamment ensuite des inventaires, des créations d'articles. Les créations d'articles qu'on a forcément, on va dire, restreints en termes de droit d'accès pour que le catalogue soit le plus, on va dire, propre possible. Moins il y a de créateurs, moins il y aura d'incohérence. Je m'occupe également des référencements, des négociations et des contrats. Et on a aussi la chance d'avoir 0,5 ETP préparateurs en pharmacie hospitalière localisés à 100% au bloc opératoire. Donc, c'est 2 personnes qui se chargent effectivement de réceptionner les DMI livrés par la pharmacie, du rangement des DMI dans les armoires correspondantes. Elles participent également à la suivi des ruptures des DMI qu'on peut avoir, la participation aux inventaires et le suivi des péremptions, quel que soit le type DMI. En conclusion, en fait, on utilise Optime OPM. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un seul logiciel qui est relié à la fois sur
la pharmacie sur le bloc opératoire, mais aussi qui déverse des informations dans nos autres logiciels, type DXCare, type Web Santé. Il est assez simple d'utilisation, il est ergonomique, il est configuré comme un tableur qu'on nous connaît tous. Donc effectivement, pour tout ce qui est analyse, traçabilité, extraction, c'est très rapide, très simple. Il est également interfacé avec OptimSPM en stérilisation, donc vous avez toute votre chaîne de traçabilité des demandes de stérilisation qui est bien sûr interfacée avec ce logiciel, donc on y voit beaucoup d'avantages. Le seul bémol que j'ai trouvé, c'est en termes d'historique des tarifs et ainsi que l'historique des codes LPP, donc là-dessus, l'information a été remontée à Nexus pour une amélioration. Et en termes de perspective, puisque même si on est informatisé, on a un taux de tracé informatique au-delà de 99%, on a quand même des envies, c'est d'avoir un lien entre Optim OPM et mon espace santé. Donc là, effectivement, on travaille pour déverser directement l'ordonnance et les documentations dans mon espace santé. Et l'autre chose qu'on regarde aussi avec attention maintenant, c'est l'utilisation des RFID, des armoires connectées qui sont déjà installées dans certains services de cardiologie interventionnelle et qui pourraient également nous intéresser à l'avenir. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Laurent. On a une question. Quelqu'un voudrait savoir quel code vous scannez. Est-ce que c'est un code Datamatrix GTIN ou un code barre plus H? Je ne sais En fait, pas c'est de quoi souvent il des s'agit. Datamatrix. En fait, entre les HIBC et les Datamatrix, on préfère beaucoup les Datamatrix. Ok, merci. À ce stade, je ne vois pas d'autres questions Il pour y a deux l'instant, mains mais levées. n'hésitez pas. Il y a deux mains levées. Je peux passer la parole à Virginie Drien. Je vais vous donner le micro. Alors, normalement, ça devrait marcher. Essayez. Il faut ouvrir votre micro. Non, il est... Là, il faudrait ouvrir votre micro, Madame Drien. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Super. Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais vous poser une question justement. Alors nous aussi, on a Optim et j'aurais voulu savoir si ils arrivaient à faire des inventaires sur les DMI, les inventaires réglementaires, s'ils arrivaient à les intégrer rapidement sur leur logiciel. Vous m'avez entendu? On n'utilise pas le module inventaire sous OPM. Pardon? Je n'utilise pas le module inventaire sous OPM. Et alors, comment vous faites les inventaires DMI? Par liste des stocks. En fait, je fais un peu différemment par rapport à la lecture parce qu'en fait, quand vous faites un inventaire sous Optim OPM, il faut tout doucher dans votre logiciel et après, il y a une concordance. Et j'ai déjà eu des soucis par le passé sur l'ancienne version d'Optim, donc je n'ai pas renouvelé l'expérience avec la nouvelle version d'Optim. Et en fait, je passe par quelque chose qui s'appelle liste des stocks, fournisseurs. Et en fait, par fournisseur, ça médite à l'instant T l'ensemble du stock qualitatif et quantitatif. Après, je fais des corrections à la main. Ok, très bien. Et est-ce que vous enregistrez tous les DMI quand ils arrivent en prêt? L'enregistrement du stock, non, mais l'enregistrement des fiches produits sur le catalogue, oui, obligatoirement. D'accord, ok. Très bien. Parce qu'en fait, quand il y a la RHK… Pardon? Nous, on enregistre tout et c'est vrai que les retours, actuellement, on n'arrive pas à faire des retours groupés, c'est-à-dire se dire pour des… Ouais, voilà. Donc, pour nous, c'est très fastidieux. Non, vous ne pouvez pas. Parce qu'en fait, quand vous avez la RHK qui arrive chez Zimmer, il y a 214 implants qui arrivent et il n'y en a que 4 ou 5 qui sont utilisés. Donc, en fait, c'est trop chronophage de doucher les 215 en entrée et en doucher 210 en sortie. Bah, actuellement, c'est ce qu'on fait, mais c'est vrai qu'on aurait voulu qu'avec Optim, on puisse se dire tout ce qui n'est pas posé aux patients, il y a un retour globalisé, mais du coup, ça, ce n'est pas possible actuellement. C'est trop chronophage. Merci. Peut-être que ce type de question pourra l'aborder en deuxième partie. Là, on restait sur un cadre un peu plus général. Alors, je ne sais pas, on va peut-être préférer des questions écrites pour la première partie pour essayer de cadrer un peu les présentations de chacun et puis revenir à des questions orales
plus pratico-pratique dans la seconde partie, si vous voulez bien. On voit 3 mains levées. Je propose qu'on prenne vos questions à l'issue de la présentation de l'établissement de Bastia, si vous le voulez bien. On va essayer de tenir le timing. On vous laisse la parole. On vous laisse partager l'écran, l'équipe de Bastia de la clinique Mémar. Donc la présentation est faite par les deux pharmaciens, Marjorie Rossi et Dia Germasi. Et elles sont en train de partager. Est-ce que c'est OK pour vous? C'est en train d'apparaître, c'est bon. C'est bon? Du coup, ouais, je pense. Est-ce que ça bouge quand les diapos? Oui. OK, très bien. Bonjour. Bonjour. Alors, nous, on est un plus petit établissement et on n'a pas les mêmes volumes. Hein. Il faut pas. Voilà, on n'est pas trop là, on a vu les chiffres, on s'est dit, oula, ça va pas être aussi impressionnant. Mais on va surtout vous faire comment on travaille avec le bloc. Et aussi, c'est ce qui nous a occupé pas mal ces derniers mois, suite à la cartographie des risques des DMI, tout ce qu'on a mis en place pour coller le plus possible à la réglementation et tout le travail qu'on a fait en coopération avec le bloc. Donc, on vous présente rapidement notre clinique, qui est une clinique médico-chirurgicale aussi. Et on est en Haute-Corse et on a rejoint le groupe Almaviva depuis 2021. On a 6 salles de bloc et 2 salles d'endoscopie. Et on fait de la chirurgie générale, orthopédique, digestive, des endoscopies, de la chirurgie vasculaire, gynéco, maxillofaciale. On fait depuis peu du rachis, on fait de la dermatologie, de la thyroïde, de la chirurgie bariatrique. On fait maintenant pas mal de chirurgie de la main et de la gastro-entérologie. Et en 2023, on a tracé 4246 DMI. Alors, le contexte, c'est que on a fait la cartographie des risques des DMI avec la méthode AMDEC et on s'est rendu compte qu'on avait quand même au niveau des certaines étapes du circuit, pas mal de points où on était non conforme. Donc, on a voulu mettre en place rapidement des actions correctives. On va vous montrer les graphes de ce que donnait notre audit qu'on a fait avec Interdiag DMS-DMI. On voit qu'on n'était pas du tout conforme au niveau de la traçabilité sanitaire des DMI. En fait, ça concerne la traçabilité entrante parce que rien ne passait par la pharmacie, tout allait directement au bloc opératoire. Après, on n'était pas trop conforme au niveau des systèmes informatiques. On était au niveau de la qualité, ça pouvait encore passer. On n'avait même pas de procédure en fait. Hein. Moi, je suis arrivée dans l'établissement en mai 2023. Ça, oui. Et c'était dans la même période où on faisait l'autorisation de la PUI. Et donc, la procédure de DMI faisait partie obligatoire de procédure en fait. Donc, c'était pour nous un point de départ pour mettre en norme le circuit. Alors, voilà, ce qu'on avait comme non-conformité, comme conformité, alors on était à peu près correct sur la traçabilité financière et sanitaire, mais on était non conforme sur la traçabilité en temps réel parce que le circuit était papier, on récupérait la traçabilité des implants à la fin des blocs et c'était sur des ordonnances papier. Il n'y avait pas vraiment de gestion de stock qui passait par la PUI. La réception était faite directement au bloc. On faisait des saisies manuelles et on ne traçait pas l'UD. Alors, pour vous présenter nos différents logiciels, ça, c'est quand même le point positif depuis 2022. On n'a pas trop de logiciels. On travaille au niveau du DPI sur Hôpital Manager pour l'accueil des patients également, pour la facturation aussi. Pour ce qui est de la pharmacie de notre GEF, on est avec une farm, nos commandes, notre gestion, la traçabilité sanitaire et également pour la gestion du stock au bloc, on est avec une farm. Et le bloc a également Hôpital Manager bloc. Donc ça, c'est vrai que
c'est quand même bien d'avoir juste 2 logiciels et qui en plus sont interopérables. On n'a pas de problème d'interface. Donc, on a fait, on vous disait, une étude de faisabilité avec Amdec. On a identifié toutes les étapes et les sous-étapes de notre circuit des DMI. On a identifié les modes de défaillance. On a coté la détectabilité, la fréquence, la gravité. Il nous en est ressorti les étapes les plus à risque et on a mis en place des actions correctives. Et au début, donc, on a voulu se focaliser sur l'approvisionnement et la délivrance de tous les DMI par la pharmacie. Donc, on a repris la main sur tout le circuit des DMI. Alors, pas avoir peur, mais on va parler de la description des circuits de départ. Je te laisse. Alors, en fait, bon, pour faire vite, on servait un peu on a dit de boîte postale, c'est-à-dire qu'on ne servait que d'endroits de réception des DMI. La traçabilité se faisait au bloc opératoire. C'était manuel ou avec une douchette, mais qui ne permettait pas de scanner l'IUD, enfin de tracer à l'IUD. Pour ce qui est des commandes également, ça ne passait pas par la pharmacie. Pour la traçabilité était papier. Il n'y avait pas d'enregistrement en temps réel sur une farm. Voilà. Et on n'avait pas de base de données externe. Donc ça, on verra que ce n'est pas encore tout à fait résolu. Donc, concrètement, c'était très facile en fait de mettre en place des actions au vu de la situation actuelle et le circuit de départ. Donc, un groupe de travail a été élaboré en juin 2023, donc avec Marjorie, moi, 2 préparatrices en pharmacie, la direction des achats et le SI Group. Donc, l'objectif était de sécuriser le parcours et la méthode nous a permis d'identifier les étapes avec les risques les plus élevés et de les corriger rapidement. Donc, les difficultés qu'on a eues, et en fait, c'est un état des lieux parce qu'au début, on n'avait pas d'inventaire, ni les DMI, ni les DMS au bloc opératoire, un dépôt qui est inexistant ou incomplet. La traçabilité était uniquement en papier, sans remise de fait de traçabilité aux patients non plus. Il fallait faire toutes les étapes de reconnaissance du code IUD sur le logiciel WinFarm. Le personnel non plus n'était pas formé. La base commune, parce qu'actuellement on a une base commune sur WinFarm pour le groupe. Malheureusement, c'est toujours d'actualité et c'est toujours problématique pour nous parce que il y a des doublons, il y a des informations qui sont incomplètes, parfois on n'a pas de LPPR, pas de prix, et surtout qu'on n'est pas du tout interfacé ni à Exosmed, ni à FAST, ni à aucune autre base. Donc l'accès à la traçabilité WinFarm plus ou moins complexe. Le personnel aussi n'a pas été formé pour la traçabilité sanitaire sur le logiciel. Et le déploiement HM WinFarm, parce que ça a été fait en printemps 2022. Voilà. Et le déploiement a été fait sur 2-3 jours sans formation optimale. Ils n'ont pas récupéré les stocks existants. Donc, on part d'une situation quand même qui était, on va dire, catastrophique. Hein. Donc, on a commencé par le plus basique. On a fait une procédure de gestion des DMI. On a mis en place une procédure de demande de référencement avec validation en Comedims. C'est vrai qu'on valide actuellement uniquement en Comedims, pas en CME. On a mis en place une traçabilité à la réception. Donc, on a récupéré. Le problème qu'on avait, c'est que sur une farm, les cadres du bloc avaient le profil pharmacien. Donc, il faut passer les commandes, voilà, et réceptionner et tout, quoi, en fait. Donc, on a refait les profils, on a refait les droits de chacun. Et on a récupéré la traçabilité à la PI avec les codes IUD. On est obligé de refaire tous les inventaires. On a demandé aussi les contrats de dépôt avec tous les laboratoires avec qui on travaille. On a mis en place une charte de DMI au bloc opératoire qu'on a envoyé également à tous les laboratoires. On a rentré en stock et on a mis en jour nos dépôts. On a détaché une préparatrice au bloc opératoire qui suit les stocks et c'est elle qui réceptionne, qui va stocker également parce qu'on avait énormément de problèmes de périmé. Et on forme au fur et à mesure les infirmières du bloc opératoire. C'est pas forcément facile parce qu'il y a énormément de turnover. Hein.
Donc, actuellement, notre circuit pour l'approvisionnement, donc c'est la PUI. Donc, sur une farm, on a des dotations spécifiques selon. On a mis les stocks mini, stocks maxi au bloc opératoire, qui nous permet même à distance, parce que nous, c'est un stock déporté. Donc, la PUI ne stocke ni les DMI ni les DMS du bloc opératoire. On les réceptionne et après, ils sont stockés physiquement au bloc opératoire, mais avec une visibilité sur le stock déporté. Donc, dès que les stocks sont en mini, donc ça génère une commande. Donc, les commandes se font par EDI, donc via Hospitalis. Donc, la réception se fait à la pharmacie. Donc, les réceptions se fait sur une farm avec l'enregistrement de lot, date de péremption et UD. Les stocks, après, ils partent au bloc opératoire. La pose du DMI se fait par la douchette en temps réel en salle. Et du moment où l'infirmière de salle va scanner l'implant, nous, on a un message sur une farm parce que les infirmières peuvent enregistrer mais pas valider la pose de DMI. Nous, on va valider la pose de DMI. La validation de la pose de DMI va générer la traçabilité au niveau de HM, qui sera ensuite imprimée par l'infirmière, soit en ambulatoire, soit dans les services. Et la validation de la pose d'implant va également générer, donc là on est passé au dépôt d'approvisionnement. Donc après, selon les stocks, soit on est arrivé au stock mini, et dans ce cas-ci, la pharmacie va envoyer des commandes directement au fournisseur. Donc ça, c'est pour notre circuit d'approvisionnement. Donc tous les DMI qu'on utilise sont dans un marché, soit le marché, notre centrale d'achat, c'est LPVIA, ou c'est des marchés groupes Almeva. Donc, pour le circuit, pour les dépôts permanents, donc la demande émane donc soit du chirurgien ou du bloc opératoire. Donc, on reçoit notre dépôt qui est rentré en totalité sur une farm, pareil, avec enregistrement de l'eau, date de péremption, du UD. Il est stocké au bloc opératoire, donc tout le suivi et le stockage se fait par la préparatrice au bloc opératoire. Donc, la pose du DMI se fait sur une farm, donc avec une implantation en temps réel. Pareil, c'est un enregistrement. La PUI va valider, soit le pharmacien ou la préparatrice référente va valider la traçabilité de l'implant, qui génère directement un renouvellement qui est envoyé au laboratoire par ODI via Hospitalis. Donc, et le document de traçabilité après imprimé dans les services et donné aux patients. Donc, là où on n'est toujours pas bon, c'est notre dépôt temporaire et la visserie. Et effectivement, pourtant, on en fait beaucoup de traumas. Donc, autant on a une partie de visserie qui est des vis stériles, où on n'a pas ce problème-là, mais toutes nos boîtes de hors stériles, malheureusement, déjà actuellement, les demandes se font soit par le bloc opératoire, parfois par le chirurgien. Donc, c'est rare que ça passe par la pharmacie. Donc, soit on est en copie, soit on découvre parfois le dépôt qui arrive à la pharmacie. Donc, il n'y a pas de réception. Donc, on vérifie uniquement la conformité de la commande par rapport au BL. Donc, c'est stocké au bloc opératoire. La pose de DMI donc, se fait avec une traçabilité papier. Donc, c'est une ordonnance spécifique. Dans l'ordonnance qu'on a mis en place, on demande l'étiquette patient, les étiquettes des implants qui ont été posés, le nom du chirurgien et l'indication pour qu'on puisse retranscrire en fait les informations sur une farm après. Donc, le retour de DMI se fait donc, au niveau de la PU. On va recontrôler une deuxième fois la conformité par rapport au stock d'arrivée et pour voir ce qu'ils ont tracé correspond réellement au stock reçu en fait. Après, on va tracer. Donc, on trace, il faut contacter le laboratoire, récupérer les informations et PPR pris. On va créer sur une farm les DMI qui ont été posés. Et suite à ça, il y a un document de traçabilité qui est généré sur une farm, sur HM, pardon. Alors, parfois, ça se fait rapidement, surtout quand c'est des dépôts qu'on reçoit, c'est des dépôts qui reviennent, on va dire, souvent. Parfois, c'est un peu plus complexe et on n'a pas forcément la réponse. Et du coup, on est obligé parfois de bloquer sur HM le dossier pour la facturation.
Et ce qu'on fait actuellement, c'est que quand on n'arrive pas à faire le jour même ou le lendemain, et si le patient est parti, on lui envoie par courrier sa feuille de traçabilité. Donc, et après, sur une farm, alors l'avantage, c'est qu'avec le dépôt, ça génère automatiquement une facturation, donc un facteur de régularisation directement sur le logiciel. Donc ça, c'est pour notre circuit de dépôt temporaire et visserie. Alors, pour notre projet, du coup, on a réussi quand même à assurer une traçabilité financière, sanitaire de façon adéquate. Donc ça, c'est fait. Bon, traçabilité en temps réel, il nous manque le dépôt temporaire et la visserie où on n'est pas du tout en temps réel. La gestion de stock se fait à la pharmacie. La réception par la PUI, pareil, et avec l'UID. Donc là, on est bon. On a enlevé le ressaisie manuel, on a enlevé le circuit papier, mais bon, uniquement pour on l'a gardé quand même pour les dépôts temporaires. Donc, et après, pour nous, c'est la mise en place d'Exosmed pour la création de nos articles. Donc, c'est dans peut-être 1 ou 2 mois, donc c'est déjà en cours. Actuellement, on regarde aussi pour la traçabilité des dépôts temporaires si on peut mettre en place Ascali et uniformiser les pratiques. Parce qu'aujourd'hui, comme on vous a dit, ça dépend des chirurgiens. Parfois, c'est le chirurgien, parfois, c'est le bloc, parfois, il y a une demande à la PUI. Donc, et honnêtement, ça nous est déjà arrivé de louper une demande de chirurgien et de se retrouver sans dépôt. Donc, faire un point sur la traçabilité de la visserie en temps réel en créant des codes sur tout ce qu'on pose et un envoi sur le DMP de la fiche de traçabilité d'implant qui est en cours actuellement. Donc, après, nous, notre projet également, parce que là, on présente l'activité de Philippi, de Mémar, mais on a également une autre clinique qui est la clinique Philippe et qui fait partie du groupe Amaviva, qui est une clinique d'esthétique et d'ophtalmo. Et l'idée, le projet après, c'est uniformiser entre les établissements parce qu'on va constituer un GCS de pharmacie et mettre en place ITRES pour la gestion et de DMI de façon optimale. Voilà, merci. Merci à vous. Alors, on a quelques questions sur l'échange. C'était peut-être pour la première présentation, mais peut-être qu'elle peut être valable pour les deux. Comment faites-vous pour tracer les prêts si vous ne créez pas tous les DMI? Bon, c'est plutôt pour la première présentation, du coup. Comment savoir ceux qui seront posés pour Laurent Dietrich, puisque du coup, vous avez dit que vous ne créez pas tout. Non, justement, pour les prêts temporaires, nous, on crée tout avant de les monter. Nous, on ne les crée pas. On crée que ce qui est posé. En fait, nous, on s'attelle à justement, lors des premières interventions où on utilise un matériel, à prendre le temps de bien créer. On crée tout, on attribue les codes à barres. Ensuite, pour les 10 prochaines années, on est tranquille. On ne revient plus dessus. Oui, mais c'est un et en fait, on les crée en masse. Je veux dire, pour créer 200 lignes d'articles, il me faut 10 minutes. Puisque vous avez le fichier Excel que vous pouvez importer directement dans Optime. Et dernièrement, il y a même les fichiers Excel avec les codes UDI, donc on peut tout importer dans Optime avec un fichier Excel assez facilement. Il suffit de bien mettre les colonnes en face du fournisseur, la référence en place de la référence, et après vous importez tout en masse. Après, nous, pour le dépôt temporaire, même si on ne crée pas, ce qu'on a dans la charte DMI qu'on a mis en place, on exige qu'à chaque envoi de dépôt temporaire, on a tout, les marques HCE, les codes PPR, les prix et tout en fait. Donc le but c'était pour gagner du temps effectivement, pour tracer, même si c'est a posteriori, pour tracer les DMI en fait. Mais concrètement, après ça dépend des dépôts. Parfois, moi je vois pour la chirurgie de la main, parfois c'est des petits dépôts avec 10-15 implants, donc ça c'est faisable. Mais quand c'est des reprises. 200 produits en 10 minutes, ils les rentrent. Ah bon? Des exports. Parce que nous, par exemple, là, on fait, jeudi, on fait une reprise de PTG. Il y en a au moins, oui, entre 200 et 300 implants qui sont arrivés, quoi. Ça, honnêtement, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de le faire, hein, de rentrer tout notre stock. Hein. En plus, on a une base commune avec le groupe. Du coup, on
bon, en tant que pharmacien, on a la possibilité de créer des fiches produits pour ne pas être bloqué, mais on est censé passer par un administrateur du groupe qui crée les fiches produits pour que toutes les fiches produits soient créées de la même manière. Tout ça, donc c'est un peu fastidieux pour nous, la gestion des D'où l'importance d'Exosmed, rapidement. On n'arrête pas de la demander très rapidement parce qu'effectivement, le problème de la création comme ça, c'est que parfois on trouve avec des doublons, des triplons, avec des fiches articles qui sont complètement aberrantes en fait. Quelqu'un voulait savoir quelle était la marque de la douchette utilisée. Je pense que c'est à Arena. On peut peut-être arrêter le partage. Pour nous, c'est ça. C'est des zébras. De mémoire, c'est des Honeywell. On n'a pas bien entendu. C'est marque Honeywell. Honeywell, ok. Et du coup, à Bastia, vous avez... Nous, c'est des zébras. C'est des zébras. Zébra, d'accord. Et une question au niveau des RH, alors c'est les chiffres annoncés Arena, 0,5 ETP de pharmacien et 2,5 PPH. Est-ce que c'est uniquement pour le DMI? Alors 0,5 ETP, oui, pour du DMI. Et pour les PPH que j'ai en bas, comme je le disais, il y en a une qui fait que des DMI, ortho, rachi, esthétique, ophtalmo, et l'autre fait DMI et DMS pour tout ce qui est cardio et radio-interventionnel. Et les vasculaires, puisque le matériel est comparable. Donc c'est pour ça toute la journée. Je cherche des questions plus générales peut-être, parce que là j'ai des questions sur Optime. Il y avait une question pour la clinique Crénac, c'est moi qui l'ai recopiée, mais parce qu'elle m'arrivait par mail, sur l'envoi des documents au DPI DXCare et notamment la carte d'implant. Comment faites-vous Alors moi, personnellement, je ne fais rien, puisqu'en fait, quand l'infirmière finit son protocole, donc fin d'intervention, en fait, Optime peut déverser beaucoup d'éléments. En fait, la liste des éléments versés, elle doit faire au moins, il y a 20 documents que Optime peut déverser. Sur les 20 documents, vous sélectionnez ce que vous voulez. Donc, vous pouvez sélectionner la fiche retour recomposition pour les produits de ST, vous pouvez sélectionner le compte rendu opératoire, vous pouvez sélectionner la checklist HAS, vous pouvez sélectionner l'ordonnance, le document patient, etc. Il y a énormément de documents qui sont générés automatiquement. Et en fait, le service informatique a fait une passerelle entre Optime, OPM et DXCare. Et en fait, les PDF générés par Optime sont déversés avec le code du séjour du patient, tout simplement, dans le dossier DXCare. Donc, en fait, en automatique, on a rien à... D'accord, donc en fait, il y a une interopérabilité complète entre Optime et DXCare. Oui. Parce que nous, on n'arrive pas à voir. Ok, d'accord. Et de DXCare, après, la lettre de liaison, elle se gère automatiquement avec la carte d'implant. Comme on est un peu fainéant, ça se génère automatiquement depuis DXCare. Oui, exactement. Non, mais si ça marche, c'est top. Virginie, est-ce que quelqu'un voulait savoir comment réalisez-vous le lien entre Optime et la refacturation des hors GHS? Laurent, je ne sais pas si vous avez entendu la question. Oui, en fait, il y a eu un lag et je n'ai pas entendu la question. Alors, quelqu'un voulait savoir comment vous réalisez le lien entre Optime et votre logiciel qui permet la refacturation des hors GHS. Alors, en fait, il y a une interopérabilité entre Optime, OPM et WebSanté avec la clé du séjour. En fait, de Optime sont déversées les références des produits. Chaque référence produit un code LPP et en fait, dans le code séjour et le lien LPP, c'est déversé automatiquement. En fait, la moulinette a lieu à 6 h du matin.
des OP de la veille, direction web santé, en automatique. Donc pareil, ça gagne du temps au niveau du logiciel de facturation, puisque tout est versé automatiquement, donc ça nous libère également des ETP de ce point de vue-là. Optil permet-il de saisir le code UDI? L'avez-vous fait en manuel ou en automatique? Combien de temps cela vous a pris? Bon, bah, on l'avait déjà un peu compris, mais si vous voulez le... Alors, on peut le faire de deux manières, soit en automatique, en importation, donc on utilise un tableur Excel, tout simplement, où vous faites un lien entre la référence et le code UDI et vous pouvez tout importer en masse, ou vous pouvez le faire à la mano, à l'ancienne. Vous saisissez votre code à barre, il vous dit à quel produit vous voulez l'affecter, vous l'affectez au produit, vous faites enregistrer, fermer, ça roule. Donc, on utilise les deux manières. Tout dépend le nombre de produits à créer. Si vous voulez créer un ou deux produits, on fait tout en la main. C'est plus intuitif, c'est plus facile, mais si on a une longue liste de produits, comme une nouvelle prothèse de genou à créer, là, je fais tout en masse avec un tableur Excel. Il y avait une autre question, c'est comment sont tracés les échecs de pause dans Optim? On utilise en fait l'onglet qui s'appelle, dans l'onglet commande, on a l'onglet retour fournisseur. Donc on passe sur retour fournisseur, donc on sort de notre stock le produit en question, donc on note échec de pause, heure de taille, docteur X, code séjour 2400, etc. Et on est à facturer, à renouveler, ou bien ne pas facturer, à renouveler, on envoie ça au laboratoire. Donc, l'intérêt, c'est de décrémenter de notre stock l'échec de pause en question. Une question pour la clinique de Bastia. Que contient votre charte des DMI au bloc? En fait, la charte DMI, ça précise qu'est-ce que le laboratoire doit nous envoyer à chaque pour les dépôts permanents, pour les dépôts temporaires, les contrats, les essais et tout ce qui est réglementaire en fait. En gros, parce que pour ne pas se retrouver. Qui s'engage à venir, de voir faire un inventaire, combien de temps on a pour envoyer les périnées, combien on a, c'est vrai, enfin, les échecs de pause auxquels on a droit, qui sont en gratuité, il peut y avoir plein de choses. Ça dépend des établissements, mais au moins dès le départ, est-ce que c'est eux qui viennent? Est-ce que c'est nous qui faisons des inventaires? Parce que nous, le fait d'être... on a des soucis avec les sociétés qui nous appellent, ils appellent la cadre du bloc en disant est-ce que vous pouvez faire l'inventaire pour nous? Donc, et ça, c'est un problème récurrent qu'on a sur nos dépôts où les laboratoires ne se déplacent pas pour faire les périmés. Après, même quand il faut qu'il y ait vraiment, en combien de temps ils s'engagent à nous livrer, parce que c'est important aussi pour au niveau quantitatif, pour les petits blocs, pour l'ophtalmologie, c'est important de savoir en combien de temps ils nous livrent pour savoir si la quantité qu'on doit prévoir. C'est en fait, il faut essayer de penser à tout pour être tranquille. Mais après, je pense que c'est établissement dépendant et activité dépendante. Voilà. Les prix, les remises, enfin, il y a vraiment tout. Les contrats de MAD. Enfin, ça oui, plus ça reprend aussi en fonction des contrats de MAD qu'on a, on fait des chartes. Ça peut être différent en fonction des labos. Vous avez quand même une trame qui est commune. Oui. Oui, après, c'est adapté. Voilà. D'accord. Pour l'un et l'autre, ce sera peut-être la dernière question, puis après, on pourra en venir aux problématiques peut-être de logiciels plus particulièrement. Avez-vous des problèmes de lecture des codes à barres? Non, en fait, c'est pas qu'on a des problèmes, c'est juste il fallait faire la reconnaissance entre le code barre et l'article. Et ça, c'est un travail qu'on a fait au début, qui était un peu chronophage, mais une fois on le fait, une fois c'est fait après. C'est juste la reconnaissance qu'il fallait. C'est une étape obligatoire sur une forme pour tous les articles. Donc c'est pour ça que c'était au début chronophage, même pour les dépôts. Mais une fois, tu le fais une fois, c'est bon, après c'est réglé.
Et la ville même du côté de Strasbourg? Oui, il y a juste avec les laboratoires français où on a du mal. Les laboratoires suisses ou américains, il n'y a aucun souci. Les laboratoires français, on a plus de mal. Peut-être avant de basculer de salle, une dernière question. Comment avez-vous réussi à supprimer le double contrôle? Quid de la fiabilité et des traçabilités? Faites-vous des inventaires quotidiens pour les deux? Le double contrôle entre ce qui est posé et tracé? Je pense, oui. Ah, de toute façon, nous, on le fait parce que le bloc n'a pas la possibilité de valider une traçabilité. Le bloc peut uniquement enregistrer. C'est vrai qu'on fait confiance à ce qu'ils ont tracé. Voilà. Nous, après, on vérifie, parce que dans la traçabilité, il y a le nom du chirurgien, la date, les indications. Ça, ils ne sont pas en capacité de le valider. Donc, nous, on contrôle toutes les informations et après, on valide. Tant que la génération même de la feuille de pose ne se fait que quand le pharmacien ou le préparateur référent valide la traçabilité. Après, pour les inventaires, par exemple sur les dépôts, quand on a des dépôts temporaires, donc on contrôle à l'arrivée et on contrôle aussi une deuxième fois au départ pour être sûr que ce qui a été tracé correspond bien à ce qui manque dans le dépôt qu'on renvoie. On fait les inventaires. De toute façon, nous, on est obligé de faire dès le début un inventaire complet de ce qu'on avait au bloc opératoire. Nous, on fait obligatoirement un inventaire une fois par an avec les préparateurs, en fait. Et après, avec les laboratoires, ça dépend. Il y a des laboratoires qui font 2 fois par an, des laboratoires qui font 1 fois par an. Donc, il y a le commercial déjà qui fait ses inventaires et la PUI également. Après, le double contrôle, nous, on le fait beaucoup. Enfin, c'est aussi surtout avant la pause. Hein. Il y a un double contrôle entre ce que la pharmacie va, préparer, si c'est une demande particulière, ce que l'infirmière va préparer la veille pour l'opération. Après, encore un dernier contrôle avec le chirurgien, mais sur AFEM, contrôle de la traçabilité. Sur AFEM, parce que nous, AFEM, bon, c'est surtout la facturation et les impressions des feuilles de traçabilité, mais sur AFEM Bloc, le chirurgien, déjà, quand il programme ses prothèses, on a une visibilité de ce qu'il va poser. C'est-à-dire, si il fait une prothèse de genou, il va préciser c'est taille 3 ou taille 4, taille 4, taille 5. Donc, on a quand même une idée, plus ou moins une idée de ce qu'il va poser réellement, en fait. Voilà, au bloc opératoire, ça nous permet derrière aussi de contrôler, en fait. Et de préparer en amont par rapport à toutes les ruptures qu'on a actuellement. On va peut-être se séparer en fonction des salles. J'ai mis dans l'espace questions-réponses le lien vers la salle 2 où la clinique Mémar va s'orienter et l'équipe qui veut rester avec la clinique Réna de Strasbourg ne change pas de lien de webinaire. Et puis il y a aussi un message, n'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction. C'est très important. Le lien est aussi dans l'espace questions-réponses. Très bien, merci. Du coup, on va procéder au partage des salles. Donc merci beaucoup à vous et puis rendez-vous pour la partie 2 sur l'autre salle. Alors, parmi les autres personnes qui souhaitaient poser une question, on a Géraldine Barbosa. Bonjour Géraldine, tu peux ouvrir ton micro. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport. Donc, j'ai compris qu'Optim était interfacé à DXCare pour envoyer donc, les informations de pause dans le dossier patient informatisé. Et justement, je voulais savoir, comme tout se fait automatiquement suite au scan des infirmières, comment vous pouvez exercer un contrôle? Parce que c'est vrai que souvent en salle, il y a des ratés, il y a des choses qu'on reprend après coup. Et comment, dans une version un peu automatisée, vous pouvez corriger ce qui est tracé en salle? Alors en fait, je vais employer l'image d'un film qui a eu un fort succès en France, Pas de bras, pas de chocolat. Donc en fait, je pense à un film avec Omar Sy qui dit pas de bras, pas de chocolat. Donc en fait, nous, ce qu'on met l'accent surtout, c'est la formation des circulantes en salle.
On met surtout de l'énergie là-dessus en disant qu'effectivement, tout ce qu'elle trace, si elle ne le trace pas pour l'intervention suivante, le chirurgien n'aura pas son implant et il sera en train de crier, pas auprès de la chef de bloc ni auprès du pharmacien, mais auprès de l'infirmière qui était en salle le jour J et qui a oublié de scanner l'implant. Donc en fait, on fait pas mal de prévention, de formation avec les infirmières. Et ensuite, quand elles clôturent leur intervention, elles récupèrent l'ordonnance qui est souvent conservée papier par le chirurgien, entre guillemets à l'ancienne, et elle check sur cette ordonnance que tout ce qu'elle a tracé en salle est bien sorti. Et dans ensuite, l'autre... pour s'assurer... Pardon, Pardon, j'allais demander, et dans l'autre sens, justement, c'est elle-même qui trace les échecs de pause. Si vous voulez retirer quelque chose qui a déjà été scanné, comment ça se passe? Non. Les échecs de pause, en fait, on les a aussi on a fait un circuit des échecs de pause à part. Elle nous garde l'implant qui est enfin la boîte de l'implant qui est en échec de pause, l'étiquette patient, et elles nous le mettent surtout pas dans Optime OPM, sinon vous allez vous retrouver avec 2 fémurs au lieu d'un, et donc ça va poser un souci à la facturation. Donc par contre, elle passe, on a une bannette tout simplement située en plein milieu du bloc opératoire où on retrouve les 2 échecs de pause quotidiens que nous génère le bloc chaque jour, et c'est la pharmacie qui les traite, puisqu'en fait c'est d'autant plus, c'est la pharmacie qui sait si c'est à renouveler à facturer ou à renouveler ne pas facturer. Et vous avez également les échecs de pause des prêts temporaires, où là, on triche, entre guillemets, on fait une entrée en stock et une sortie tout de suite avec un retour fournisseur échec de pause. D'accord. Ça n'arrive pas qu'elle l'ait déjà scanné comme attribué au patient et en fait, il y a un problème et finalement, il n'est pas posé? Alors, à ce moment-là, souvent, soit ils nous appellent, parce qu'il y a un petit bug qui apparaît sur le système informatique, soit effectivement, au niveau d'Optime OPM, elles peuvent modifier, même quand l'intervention est finie, entre guillemets, si elles sont allées trop vite, elles peuvent revenir sur l'intervention, elles rappellent en fait le code séjour du patient, elles font modification intervention, et là, elles sortent le DMI qu'elle aurait tracé de trop. Ok, merci. Et nous, on le voit surtout aussi au niveau du double contrôle et commande. En fait, on le voit dès qu'on a 2 fémurs au lieu d'un sur une prothèse de genou, on voit qu'elle a scanné trop vite. Et pareil, si on a des soucis de lecture de code à barre sur les numéros de lot, ce qui arrive, nous, on bloque les commandes, on ne les envoie pas. On régularise avec l'infirmière, on régularise avec la salle, et ensuite seulement on clôture l'intervention proprement, et ensuite seulement on envoie les commandes. Mais du coup, ce qui est transféré dans DXCare dans le dossier patient, c'est recorrigé ou pas? Parce qu'en termes de traçage sanitaire… C'est recorrigé en automatique. D'accord, ça se recorrige automatiquement. C'est ça que je demandais. Ça se réécrase. Ça marche. En fait, ce qui est bien, d'autant plus, et dans DXCare et dans Web Santé, l'autre logiciel, entre guillemets, tant qu'on fait les mises à jour, on va dire pas 6 mois après, mais qu'on est dans les 5 à 10 jours qui suivent l'intervention, en fait, toutes les modifications sont dynamiques. D'accord. Ok, merci. Nous avons ensuite une question de Virginie. Oui, si entre-temps, vous avez vu une autre question, n'hésitez pas. J'avais vu la question des périmés. Donc, en fait, ce qui est bien d'Optime, comme on trace toutes nos entrées de dépôt ou d'achat, les périmés, en fait, c'est automatique. On a un lien rapide dans le menu d'entrée qui clique éléments périmés, et il sort tous les périmés à 30 jours. Donc, en fait, cette liste, on l'édite d'une manière quotidienne et on envoie nos 2 préparatrices en pharmacie au niveau des salles 1 à 21 chercher les périmés, et elles les redescendent en automatique à la pharmacie. Pour les prêts temporaires qui restent, on va dire, 1 à 2 semaines, on n'a pas cette donnée puisqu'effectivement, on ne fait pas les entrées en stock. Mais les fournisseurs ne sont pas censés sur prêt temporaire nous envoyer des choses qui périment dans les 15 jours. Alors, quelqu'un indiquait que dans son établissement, le double contrôle intercepte une erreur de traçabilité en salle par jour. Je ne sais pas si vous avez ce type de données pour comparer. Si, parce qu'en fait, en termes de traçage informatique, on retrouve les erreurs, on retrouve les manquants en faisant des inventaires périodiques. On ne peut pas inventorier, effectivement. Je crois qu'en dépôt, je dois avoir de l'ordre de 3 ou 4 millions d'euros en dépôt. Je ne peux pas les inventorier tous les jours, mais on les inventorie d'une manière quotidienne. Donc, en fait, avec nos fournisseurs, et on fait toujours un double contrôle sur la fin de l'inventaire.
Ok, donc on va en venir à la question orale de Virginie, si vous voulez activer votre micro pour la poser. Oui, bonjour, excusez-moi. Donc, dans le circuit des DMI, j'ai compris qu'il n'y a pas d'étape à proprement parler de distribution ou de dispensation auprès du service. C'est quand vous faites la réception dans Optime. Ouais, d'accord. Non, on est géré hors stock PUI. Ok, très bien. À une Merci. exception près, parce qu'il y a toujours des exceptions, on est en France, on aime bien les exceptions, c'est les implants monofocaux en ophtalmo. On a un peu de stock en pharmacie. Et Pour dans ces cas-là, vous faites une étape de dispensation auprès des blocs opératoires? On a une dispensation pharmaceutique qui a lieu tous les jours pour les programmes d'ophtalmo, tout à fait, qu'on prépare à la pharmacie et qu'on dispense au bloc opératoire. Via Optime? Via Optime. Ok, très bien. Merci. Vous avez une autre question de Madame Ré, Isabelle. Bonsoir, merci de prendre ma question. En fait, Claudie tout à l'heure l'a relayé parce que je n'arrivais pas à écrire dans questions-réponses. J'aurais voulu avoir une petite précision par rapport aux informations de traçabilité suite à la pose des DMI dans la lettre de liaison à la sortie qu'a priori vous faites générer dans DXCare. Est-ce que vous utilisez des champs de fusion concernant la traçabilité du DMI qui vient d'Optime pour l'intégrer à la lettre de liaison dans DXCare? Parce qu'il y a le PDF de la carte d'implant proprement dite, donc ça j'ai bien compris que vous l'intégrez. Mais il y avait aussi potentiellement une question, Claudine devait chercher des précisions réglementaires à ce sujet, de faire remonter dans la lettre de liaison à la sortie, donc en sortie d'hospitalisation, les informations de tout ce qui est concerné l'implant pour le patient. En Donc, fait, comment c'est vous une faites, coche dans DXCare sur la lettre de liaison, il y a des coches. Avec le statut infectieux aussi, BMR, repose d'un DMI, oui, non, et en fait, c'est des coches automatiques. Des coches automatiques que peut transmettre Optime, c'est ça, a priori? En fait, DXCare remarque qu'il y a une ordonnance dans OPM, et donc, mais juste une coche, en fait, c'est une coche dans la lettre de liaison, il y a juste marqué pose d'un DMI, oui, non. D'accord, il n'y a pas toutes les infos de traçabilité ne sont pas dans la lettre de liaison. D'accord. Non. Okay. Non. Très bien. Merci pour cette précision importante. Une autre question de monsieur ou madame Rialan. Oui, bonjour Laure Rialan. Dans Optime, est-ce que vous pouvez anticiper l'implant, l'ordonnance d'implant à l'avance, avant l'intervention, pour justement préparer la commande? Alors en fait, tout dépend dans quel cas on se trouve. Si on utilise un dépôt-vente en orthopédie, il n'y a aucune anticipation puisqu'en fait, on pousse l'armoire, n'importe quoi, d'une persona côté droit. Et en fait, l'ordonnance sera générée que quand l'intervention sera clôturée. Par contre, ce qu'on fait en ophtalmologie ou en chiresthétique, c'est la pharmacie qui commande tous les temporaires d'implants en ophtalmo ou le prétemporaire des implants mammaires. Et en fait, on se la demande d'admission. Si je prends une intervention d'implant mammaire, on va commander 2 ou 3 références, 2 unités de chaque référence. La pause est faite et en fait, c'est quand l'infirmière clôture l'intervention que l'ordonnance est générée. C'est ça. Donc, dans Optime, vous n'avez pas à en anticiper le besoin du monofocal ou de l'implant mammaire? Non. OK. Par contre, si on pose une série de monofocaux, on fait des commandes pour les monofocaux, on utilise comme on est un achat pour les monofocaux, on utilise Optime pour l'achat. Donc on commande notre série effectivement en fonction des programmes opératoires qui arrivent, en fonction des besoins, on commande en anticipé. On a les programmes ophtalmo grosso modo 5 jours avant la date. C'est ça, mais ils sont rentrés via Optime? En fait, nous, on saisit via planning.net qui bascule dans Optime, mais c'est comment utiliser l'info de l'implant qui va être posé? En fait, nous, on utilise le programme opératoire du chiro-ophtalmo qui détaille pour chaque patient l'implant attendu ainsi que la dioptrie. Ouais. On a d'autres éléments tels que les consultations à J+1, on a d'autres informations concernant nos patients. Et en fait, on cumule les ophtalmo 5 jours avant. Donc là, aujourd'hui, on est mardi. Donc là, grosso modo, on a déjà passé les commandes pour lundi de la semaine prochaine. On cumule, on a 5 ophtalmo par jour. Donc, un peu de cataracte par programme, donc ça fait 40-50 implants à commander. Ouais, et on commande une. Après, vous avez toujours les méthodes qui sortent. Hein. Vous faites la gamme entre 18 et 25, c'est toujours à peu près les mêmes qui sortent.
Et on a limité aussi le champ des référencements. On n'a pas référencé les 15 labos qui fournissent des monofocaux sur le marché. On a mis 2 labos préférentiels et puis on a un 3e et un 4e en secours au cas où. D'accord. Ok, merci. Il n'y a pas d'autres mains levées pour l'instant, mais il y a une question écrite. Dans Optime, pouvez-vous anticiper la demande ordonnance de l'implant afin d'anticiper les commandes fournisseurs ou vérifier les stocks? Oui, c'est la conversation qu'on a eue avant. Effectivement, les demandes d'implants, on les anticipe toujours via nos demandes d'admission ou via nos programmes opératoires en avance. Effectivement, ça nous permet de passer les commandes et donc de vérifier les stocks. Effectivement. On tient compte aussi du taux de rotation de chaque, pour les dispositifs co-stériles utilisés en cardiologie ou en radiologie interventionnelle. On tient compte effectivement de la couverture de stock qu'on a pour déclencher ou pas certaines commandes de DMS. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Parce que je crois que nous avons épuisé toutes celles qui étaient écrites. Ah non. Comment avez-vous réussi à supprimer le double contrôle? Quid de la fiabilité des traçabilités? Ça, on l'avait peut-être déjà abordé. Effectivement, c'est ça. On met l'accent sur la formation des IDE. On a responsabilisé nos IDE penseuses. Alors, je ne dis pas que le monde est parfait. Hein. On a aussi des IDE qui viennent de l'intérim, mais quand les IDE d'intérim sont là, on sait en général qu'elles ne sont pas aussi expérimentées que les IDE qui seraient dans la clinique depuis plus de 5 ans. Donc, effectivement, on sait déjà qu'il faut repasser entre guillemets derrière elle, vérifier qu'elle a bien tout tracé. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Ah oui, il y a une main qui vient de se lever. Madame Noudi, je vous laisse ouvrir votre micro. Bonjour. Bonjour. Alors, Optime paraît formidable. Nous, on utilise Pharma et c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de soucis. Quand vous dites que tous les prêts temporaires sont répertoriés, ok, mais ils sont du coup tracés par le bloc, ils peuvent le tracer même s'ils ne sont pas rentrés avec le numéro de lot? Aucun problème. Et ils écrivent le numéro de lot manuellement? Comment ils font? Non, dans Optime, vous utilisez le code du DI et ça sort à la fois et la référence, et le numéro de lot, et la date de péremption et la quantité. Même s'il n'est pas rentré en stock? Même s'il n'est pas entré en stock, et heureusement d'ailleurs, sinon je serais assujetti à ouvrir les colis de caisse et à doucher des infos inutiles toute la journée. Donc heureusement, non. Et Optime vous sert au bloc. Est-ce que c'est votre logiciel de gestion pour tout ce qui est médicaments DM tout confondu ou uniquement pour DMI? Non, à la base, Optime, c'est le DMI. Et en fait, on a... Non, Optime, c'est le DMI et tout ce qui était DMS, médicaments étaient gérés sur un autre logiciel d'approvisionnement du bloc opératoire. Mais en fait, on se rend compte que, par exemple, sur des DMS coûteux ou des DMI qui ne sont pas sur la liste ou voilà, des DMS coûteux, en fait, on préfère les suivre sur Optime, comme ça on voit les utilisations du cassage jusqu'au chirurgien, jusqu'au patient, et on s'assure qu'effectivement tout est traité. D'accord. Du coup, l'IDE scanne non seulement les DMS utilisés, mais en même temps les DMI, en fait, tout sur la même fiche, et ça génère votre bon de traçabilité, votre ordonnance traçant en même temps, en fait. Tout se fait en une seule étape. Exactement. Donc ça, c'est top. Exactement. Elle peut doucher du pack opératoire, doucher de la Kazakh, elle peut doucher du banc, elle peut doucher de la circulaire, de la graphie souffrante, elle peut doucher du DMI et des produits de ST aussi. Ce qui nous intéressait, c'était aussi à la base des produits de ST pour avoir notre traité sanitaire côté produits stériles.
Du coup, vous utilisez encore des cahiers de salle dans vos salles de bloc, des cahiers de salle papier où on colle la petite étiquette de DMI à chaque patient? Alors, on n'aimerait pas les avoir, les cahiers de salle, mais malheureusement, effectivement, les soucis de recrutement d'IDE, les soucis de circulant qui proviennent des boîtes d'intérim, on a remis effectivement les cahiers de salle où ils me collent effectivement les étiquettes des implants tracés que l'on n'oublierait. D'accord. J'ai encore une autre question, je suis désolée, après je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Concernant tout ce qui est agrafage, la traçabilité n'est pas obligatoire. Quelle est votre politique chez vous? Alors l'agrafage étant coûteux, vous savez, vous connaissez le prix de chargeur. On a entre 100 et 250 € en fait, on les a tracés, d'autant plus qu'on a deux fournisseurs principaux qui sont majors américaines, donc voilà, on va les nommer, Medtronic et Johnson & Johnson. En fait, ils ont des codes à barres Data Matrix sur chacun de leurs chargeurs et chacun de leurs poignées. Donc je sais qu'il y a des cliniques en Alsace qui utilisent en fait Optime pour commander tout ce qui est agrafage et pince mécanique chez Medtronic et Johnson via Optime. Nous, on ne le fait pas. C'est faisable. D'accord. Merci pour toutes les infos. C'était très intéressant de voir que ça peut très bien se passer ailleurs et pas forcément chez nous. Merci bien. J'ai laissé mon mail si jamais dans la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer. On pourra échanger par téléphone. Après, vous avez des questions encore plus précises, plus spécifiques. Là, la présentation était assez généraliste, on va dire. Mais voilà, je serai disponible si jamais vous avez d'autres questions ultérieurement. Merci beaucoup. En ce moment, justement, nous, on travaille, c'est le but de l'année, on va dire, depuis le début d'année, sur 100% de traçabilité. On a beaucoup de mal à ce que les traçabilités se fassent au chevet du patient au bloc, en salle. On se retrouve tous les jours avec 50 bons de pause à tracer, nous. Donc, il y a une prépa qui s'en occupe, mais du coup, c'est une perte de temps énorme pour nous, une perte de temps parce qu'on a autre chose à faire et parce que les équipes sont censées le faire tout de suite. Et beaucoup d'oublis, beaucoup d'erreurs. Donc, c'est un sujet qui a été repris, qui est repris en main justement actuellement. Et c'est vrai que là, la formation, ces petits webinaires tombent parfaitement. C'est vraiment le bon moment et on se rend compte, je me rends compte du coup que notre logiciel n'est peut-être pas forcément le mieux adapté, après à comparer avec d'autres personnes qui utiliseraient le même. Merci beaucoup. J'ai vu une question pour les implants non stériles. Les implants non stériles, c'est là où on a trouvé un mode de fonctionnement un peu à l'ancienne. On travaille, on a beaucoup de homologie, on a un centre de la main, donc on a des plaques et des vis tous les jours. Donc, on a essayé de trouver des plaques qui étaient fournies en version stérile, en emballage individuel pour effectivement les tracer au mieux, mais en fait, on n'a pas toujours ces fournisseurs. Et donc, on a créé des cahiers en fait à l'ancienne où on a des pages de code pour chaque plaque et chaque vis. Donc, en fait, on a essayé de faire ça d'une manière assez didactique. On a appris notamment en photo les plaques LPS ou les plaques Alliance No Clip, ainsi que les vis photos pour les mettre en couleur entre guillemets. Et ensuite, vous avez chaque taille un code à barre. Donc, en fait, l'IDE de salle, lorsqu'elle part chercher contenant plaques et vis, ramène également le catalogue, c'est un catalogue de produits et nous scanne directement dans ce catalogue les vis posées. Alors certes, on ne peut pas avoir le numéro de lot et la date d'opération, il n'y en a pas forcément, mais on arrive à scanner au moins vis et plaques pour ensuite assurer la traçabilité sanitaire et surtout la traçabilité financière, le renouvellement de ces plaques et de ces vis. Donc en fait, le dernier centre converti, c'était le centre de la main, où effectivement on avait l'habitude où ils écrivaient les plaques et les vis sur un champ de table, ils mettaient une plaque effectivement, plus 2 vis 12, plus 2 vis 14, ça passait par le cadre du centre de la main, puis ça revenait à la pharmacie qui générait, qui travaillait là-dessus, mais on a réussi à les convertir non sans mal en 2003
2015 ou en 2016, je ne sais plus, il faudrait que je redemande. Mais en tout cas, en arrivant effectivement sur ENA en 2010, les IDE ont été convertis à utiliser des cahiers de traçage. Donc, comme dit, ces cahiers de traçat reprennent du côté gauche, vous avez la référence, la vis, la longueur, etc., la caractéristique de la vis, et côté droit, le code à barre correspondant. Et en fait, l'IDE douche ce code à barre. Comment évaluez-vous les éventuelles pertes de les pertes de traçabilité, c'est effectivement lors des inventaires annuels. Par exemple, là, j'avais le laboratoire GOR où je cherche un Viaban désespérément que je ne trouve pas, donc je le mets en perte. Je passe par retour fournisseur et régularisation d'inventaire à facturer. Les inventaires sont forcément annuels au moins une fois par an par les labos, mais mes gros labos type Zimmer, type Medacta, c'est trimestriel ou au pire semestriel, pour effectivement corriger les écarts les plus fréquents. Les laboratoires avec lesquels on travaille peu viennent une fois par an. Il y avait une question aussi sur les fournisseurs Stryker et leurs inventaires. Est-ce que vous avez des difficultés à avoir les inventaires de Stryker? Alors oui, depuis qu'ils ont externalisé leur inventaire, oui, forcément. Voilà. Oui, c'est une catastrophe. Et Zimmer Biomet aussi m'a annoncé là qu'ils externalisaient leur inventaire. Donc, avant, c'était simple, c'était rapide. On avait une liste, on va dire, d'une dizaine de produits sur 2000 inventoriés. Et puis là, ça devient un peu plus compliqué parce que la personne change tout le temps, ne connaît pas les spécificités de la clinique. Donc, on est obligé de mettre des ETP pour l'encadrer et pour l'accompagner. Mais effectivement, la sous-traitance, c'est une catastrophe. Micro, Virginie. Oui, ça y est, pardon. Je vois qu'on est arrivé à la fin de toutes les questions. Merci beaucoup. Désolée, j'avais pas vu que mon micro était coupé. J'ai dû vouloir intervenir, mais c'était pas possible. Merci beaucoup à monsieur Dietrich d'avoir répondu aux questions. Si vous le voulez bien, vous avez le lien pour remplir le questionnaire de satisfaction, éventuellement nous proposer d'autres thèmes pour des prochains webinaires. Et merci à tous d'avoir suivi cet échange. Au revoir. Merci, bonne soirée. Donc, il y avait une question dans le chat qu'on n'a pas relevée, qui était la transmission du replay. Oui, les webinaires sont enregistrés. Ils sont disponibles après sur les sites de nos Omédites et vous sont envoyés en lien aussi en fonction des régions. Donc, vous pouvez bien sûr les réentendre et aussi contacter les participants si vous le souhaitez. On peut continuer le débat. Donc, prenez la parole, levez la main. Je vous ouvre les micros s'ils ne sont pas ouverts. Il se lance. Il y avait une question sur les périmés par rapport au laboratoire. Comment donc vous gérez ça au niveau de votre clinique? Alors, nous, les laboratoires avec qui on travaille nous envoient minimum 1 à 2 mois avant ce qui va arriver à péremption. Après, donc c'est eux qui gèrent la date limite d'utilisation. Oui. En fait, dans les contrats qu'on a mis en place, puisque eux, ils ont une visibilité ils nous envoient minimum 1 à 2 mois. Ils nous font le changement des implants. On renvoie, soit on fait une destruction, selon les laboratoires. Mais en fait, c'est tous les laboratoires avec qui on travaille, c'est eux qui gèrent les dates de péremption. Là, je parle des DMI en dépôt. Pour les DMI en approvisionnement, ce que nous, on a en stock, puisque c'est rentré, quand on est rentré en stock, on rentre bien sûr le numéro de lot, la date de péremption et l'UID. Du coup, on a une extraction, on a une alerte sur une forme pour la date de péremption proche.
Comment? Oui. Mais bon, il y a Isabelle Grubesi qui a levé la main. Normalement, ça devrait marcher. Je vous ai mis le micro, mais essayez quand même. Bonjour. C'était pour une question sur vos ETP, parce qu'on a une taille de clinique. Moi, je suis sur Langon, la clinique Sainte-Anne, et on a aussi 6 salles de chirurgie. Et actuellement, on est à peu près dans la configuration dans laquelle vous étiez initialement à Bastia. Et on a une préparatrice temps plein au bloc. Et on a quand même un souci, on dirait 0,5 ETP ST. Donc, elle fait ST et bloc opératoire, c'est besoin. Voilà, ST, ça va être sur la gestion des ancillaires. Elle va parce que nous, on gère complètement le contrôle des ancillaires. On est informatisé sur la stérilisation avec le logiciel SATIS-DM. Actuellement, on n'est pas interfacé. Mais c'est la préparatrice qui est à mi-temps qui gère en partie la stérilisation et les dépôts temporaires. De DM. Donc voilà, on va dire que, et en formation, moi je suis à temps plein pour tout. Voilà, c'est ça. Plus l'hygiène. et moi je suis à 0,3 sur cette clinique. D'accord, merci beaucoup. Et vous l'aviez dit au début, mais je ne l'avais pas noté, vous en avez tracé combien de DMI sur la dernière année? 4600 et quelques. 4600? Ok, merci beaucoup. Il y a une autre question? Ah, monsieur ou madame Baudin? Madame. On n'entend pas. Alors, attends, je vais voir si moi, je suis peut-être ma faute. Autorisez le micro. Allez-y, réessayez. Il est coupé son micro. Ah, c'est comme moi, écrit à la main. Voilà, c'est peut-être mieux là? Oui, là on t'entend, oui. Bonjour. Déjà, je voulais vous remercier pour votre présentation. Je suis impressionnée du point de départ d'où vous êtes parti et d'où vous êtes arrivé en si peu de temps. Donc, vraiment bravo. Voilà, premier point. Et deuxième point, je m'interroge comment ça a été reçu, votre démarche avec la communauté médicale, la direction, etc. Alors, pour la communauté médicale, c'était très bien. Non, c'était très bien. Non, mais la direction, on n'aura pas. Oui, la direction, on n'a pas laissé de conformité. Du coup, ils ne pouvaient pas nous dire non. Nous, on a plus ou moins imposé, on va dire, à la direction au bloc opératoire notre fonctionnement. Et on a eu les remerciements des chirurgiens en CME, même dans les quelques RMM qu'on a fait, parce que, mine de rien, eux, le fonctionnement qu'ils avaient avant faisait qu'il leur manquait plein de DMI. Ils se sont retrouvés avec un dépôt complètement incomplet sur des chirurgies de trauma, de chirurgie vasculaire, des problèmes qu'ils n'ont plus aujourd'hui en fait, hein, puisqu'on a remis en conformité les dépôts, on a même mis en adéquation les dépôts de l'activité par rapport au fait de l'insularité qui fait qu'on a des délais de livraison qui sont un peu plus longs que sur le continent. Et le renouvellement avec ce qu'on a mis en place, parfois on est en 24-48 heures, on est livré. Donc, les chirurgiens, pour eux, il n'y a plus de problème par rapport à leur approvisionnement. Donc, ça a été très bien reçu, en fait. D'accord. Et on a travaillé seul, en fait. C'est pour ça que, on va dire, à la direction, ça a été bien pris parce qu'on a travaillé, on a fait des horaires et un temps de dingue parce que quand on refait tous les inventaires, à un moment donné, on a détaché toute notre équipe de préparateurs au bloc opératoire, parce que c'est eux qui ont fait l'inventaire. Hein. Donc, et moi, je suis restée à la pharmacie pour gérer tout. Donc, en fait, eux, oui, ça les arrange, parce qu'on n'a pas du tout, on n'a pas demandé de l'effectif particulier pour mettre en place tout ça. Hein. Vous n'avez pas demandé d'effectifs supplémentaires, parce que… La préparatrice du bloc, c'est un ETP. Et ça vous a été accordé, du coup?
On a fait tout un dossier, pourquoi, c'est quoi le but. On s'est engagé de faire des micro-costings. En fait, tu avais quand même fait, en fonction de tous les périmés que tu avais trouvés en arrivant, tu avais estimé à on était à plus de 40 000 € de périmés. Hein. Donc en fait, finalement, en faisant vite fait une petite étude médico-économique, on a réussi à montrer que ça valait le coup d'avoir un ETP en préparateur. D'accord, très bien. Je vais compléter un petit peu. Dans notre région, dans nos régions PACA et Corse, la traçabilité des DMI et les cartos DMI et la sortie de la carte d'implant dans le DMP font partie d'un indicateur CAQES pour lequel l'OMEDIT, l'ARS et l'assurance maladie ont rencontré les pharmaciens et les directions d'établissement et les présidents de CME. Et on a eu un accueil particulièrement agréable des cliniques privées. Et c'est vrai que je pense que ça aide un petit peu, vu que derrière, il y a un intéressement et il y a une amélioration de la traçabilité. Et là, on a ouvert des appels à projets pour aider au financement du matériel nécessaire à faire la traçabilité. Moi, je suis financé par les ARS. Par rapport aux désignations des RSMQ, DMI, comment on peut avoir l'attention des directions là-dessus, parce que nous, on a lancé le sujet depuis 1 an et c'est rien passé. C'est le directeur d'établissement déjà qui, parce que nous, que ce soit pour le circuit de médicaments, que ce soit pour le circuit que ce soit pour la ST, que ce soit pour les DMI, on a une fiche d'engagement qu'on fait signer au directeur. Hein. Donc, on a une fiche spécifique qu'on a mis en place pour les 3 circuits qualité, ST, DM, DMI et médicaments, où la direction s'engage à nous donner les moyens. Voilà, c'est une fiche type qu'on a fait et qu'on a fait signer à la direction. En fait, on n'a pas l'engagement de leur part. On n'a pas attendu qu'ils nous nomment. Non, on s'est autonomé. D'accord, merci. J'entends le message. Merci beaucoup pour votre présentation, votre témoignage. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? N'hésitez pas. Autant au niveau pratique qu'au niveau réglementaire. Non, tout le monde, personne n'a de soucis. Est-ce que parmi vous, il y en a plusieurs qui ont déjà cette configuration avec Hospital Manager et qui ont ce genre de circuit ou... Alors, il y avait combien de TP pharmaciens et préparateurs êtes-vous à la Polyclinique Mémar? Combien de temps avez-vous mis pour mettre en place le circuit? Alors, le TP, donc un pharmacien gérant, c'est moi. Après, un pharmacien qui est en chimiothérapie à temps plein. Après, il y a Lou qui a 0,2. 0,3, pas 0,2. De Montigny, c'est 0,2. 0,2. Marjorie qui a 0,3. Donc, Marjorie est responsable de DMI et de la stérilisation. Lou, qui est un pharmacien qui est là de matinée, qui fait la conciliation. En chimiothérapie, donc c'est un temps plein qu'on a. Et moi qui est pratiquement sur les postes, en fait, ça dépend. Et on a mis en place, on a commencé en... Quand tu es arrivé. Hein. Ouais, moi je suis arrivée mi-mai. On a été bien... Au début, c'était sur l'autorisation jusqu'à juin. Jusqu'en juin. Et après, on a enchaîné sur le DMI. Voilà. Donc, on a complètement finalisé, on va dire, à tous nos inventaires bien comme il faut, avec la base et tout, en fin de la dernière semaine de Noël l'année dernière. Voilà. Et on avait installé, on était passé à WinFarm et HM au printemps. Donc, en fait, on a profité du passage aussi au nouveau logiciel
Après, nous, pour les douchettes, on a les douchettes Zebra qu'on a mis au bloc opératoire, mais à la pharmacie, en fait, on a mis des points mobiles qui servent aussi à la sérialisation, aux inventaires. Donc, on a pris, en fait, c'est comme un petit téléphone. Des CP Pocket, ils appellent ça comme ça. Voilà. Et, qui permettent à la fois de rentrer l'UID, de sérialiser, de faire les inventaires. Donc, ça a facilité même les inventaires pour nous, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vous réitère la demande de tout à l'heure de mes collègues. J'ai remis dans l'espace questions-réponses le lien vers le questionnaire de satisfaction. C'est très important pour nous. Donc, remplissez-le, donnez-nous vos avis. Nous, alors, on a prévu la prochain webinaire est en mars. Il aura lieu le mardi 12 mars et il sera plus sur les référentiels, sur les listes de référentiels de DMI. Et là, ça sera plus, il y aura 2 expériences aussi, mais un seul débat, puisqu'il n'y a pas 50 000 choix. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous, revenez vers nous, donnez-nous vos questions si vous voulez à l'avance. Et s'il y a des problèmes, des choses que vous voulez qu'on peut améliorer, n'hésitez pas à nous le proposer. Merci. Pensez à compléter le questionnaire de satisfaction. Est-ce qu'il y a une dernière question pour nos intervenantes? Est-ce que vous êtes convaincus que ce n'est pas si compliqué qu'il faut y aller? En plus, nous, on va partir sur un autre projet parce qu'on veut mettre en place ScanDM rapidement aussi. Hein. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Donc, écoutez, je vous remercie vraiment tous, nos intervenants, d'avoir partagé leur expérience, vous tous d'avoir participé et d'être présents. N'hésitez pas à attraper le questionnaire satisfaction dans la partie questions-réponses. Et sinon, de toutes les façons, vous retrouverez sur les sites de vos Omedit les replays. Vous avez déjà les replays de la première série de webinaires, ainsi que le questionnaire de satisfaction de la V1. Là, on est en 2e session et il y aura bientôt la 3e session. Donc, merci de nous suivre et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci à toi, Claudie. Merci. Au revoir et une très bonne fin de journée à tous. Au revoir.